Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux pour un aussi beau livre, si émouvant et si passionnant, puisqu'il se lit non seulement comme un témoignage historique, mais aussi comme un roman à suspense, une enquête pleine de rebondissements, des rebondissements qui auraient pu être ceux d'une fiction. Mais non, la réalité dépasse toujours la fiction. Philippe Sands, merci beaucoup d'être là ce soir pour parler de Retour à Lemberg aux éditions Albin Michel, qui vient de paraître. Philippe Sands, vous êtes franco-britannique et vous nous ferez donc le plaisir ce soir de parler en français. Vous êtes avocat international spécialisé dans la défense des droits de l'homme. C'est important parce que c'est au cœur du sujet de ce livre. Vous avez notamment participé à la rédaction des statuts de la Cour pénale internationale de La Haye. Pareil, ça aussi c'est très important, on y reviendra dans un instant. Retour à Lemberg, c'est l'histoire d'un hasard au tout début, puisqu'on vous invite à donner une conférence dans une ville dont vous ne savez pas grand-chose, si ce n'est rien. Donner une conférence dans une université de droit pour parler justement de votre spécialité, de la notion de crime contre l'humanité. Et c'est en préparant, je crois, cette conférence que vous avez une sorte de révélation, de découverte. Merci d'abord pour y être et merci à tous pour être venus. Je suis ravi de retourner encore une fois ici dans ce lieu magnifique. Oui, c'est un livre accidentel. C'est pas un livre qui est arrivé par une sorte de planning. Je reçois au mois d'avril 2010 une invitation de donner une conférence sur le travail que je fais dans le domaine crime contre l'humanité et génocide. Je suis prof à l'université, je suis avocat qui plaide devant les tribunaux internationaux. Et l'invitation arrive d'une petite université, d'une ville inconnue, dans un pays que je ne connais pas du tout, l'Ukraine. Et le fac de droit de Lviv. Au moment où je comprends que Lviv, c'est la même ville que Lvov, et que Lemberg et Léopolis, c'est tous le même endroit, j'accepte. Et j'accepte parce que, pas pour des raisons intellectuelles, pas pour des raisons professionnelles, mais pour des raisons tout à fait personnelles, c'est que mon grand-père, Léon Buchholz, est né à Lemberg en 1904. Il m'en a jamais parlé de sa vie là-bas. Il est resté jusqu'à 1914. Il a quitté Lemberg avec sa mère et ses sœurs pour Vienne. Et finalement, il est arrivé à Paris en 1939. Alors moi, quand j'arrive dans le monde en 1960 et je rencontre mon grand-père, c'est un Français. Et je ne sais rien de toutes ces histoires et je ne vais pas savoir grand-chose. Alors l'invitation offre une possibilité de connaître son passé et de connaître mon passé. Et j'accepte pour cette raison. Je fais une petite recherche pendant l'été et je suis étonné de découvrir deux choses. D'abord, l'homme qui a inventé le concept de crime contre l'humanité en droit international, Hersch Lauterpacht, un professeur à l'université de Cambridge en Angleterre, est né à Lviv, est né dans une petite ville à côté de Lviv, était étudiant au fac qui m'a invité, et les gens qui m'ont invité ne le savaient pas. Alors ça, j'ai trouvé déjà très étonnant. Et quelques semaines plus tard, et on est toujours en été 2010, je découvre quelque chose d'autre, c'est que l'homme qui a inventé le concept de génocide, protection pas des individus mais des groupes, vient de Lviv, était étudiant dans le même fac, et les gens qui m'ont invité ne le savaient pas. Alors je trouve ça vraiment remarquable. J'arrive... Parler de Raphaël Lemkin. Oui, Raphaël Lemkin, qui est déjà très connu. Lauterpacht, il n'est pas connu. J'arrive à Lviv, Lemberg, Lvov, en octobre 2010, et je raconte ces histoires, et ils sont complètement étonnés parce qu'ils ne savaient pas du tout ces histoires. Et en fait, dans 2 semaines, il y a un grand événement à Lviv. C'est le maire va fêter ces 2 hommes.
Ils ont même eu le même professeur de droit. C'est une litanie de coïncidences. Ça va même plus loin. Alors, ma formation, c'est de juriste. Alors, on ne sait pas faire grand-chose, mais une chose qu'on sait faire très bien, c'est trouver les faits et les preuves. Et dès que j'avais tombé sur cette histoire de l'Artepact et Lemkin à côté de mon grand-père, qui ont marché les rues de Lviv à peu près le même moment, je voulais bien sûr voir leurs fiches d'études. Qu'est-ce que je pouvais trouver? Et en fait, j'ai travaillé avec de jeunes étudiants en doctorat ukrainiens, de jeunes hommes magnifiques, Ivan et Igor. Et on a passé 9 mois à chercher dans les archives de la ville les papiers de l'Artepact et de Lemkin. Et c'était un miracle de les trouver. Et dès qu'on les a trouvés, on trouve des morceaux de papier pour chaque période quand ils sont là. Pour l'Artepact entre 1915 et 1919, pour Lemkin entre 1921 et 1926, on a tous les cours, tous les sujets, où ils sont nés, nationalité, juifs, polonais, ukrainiens, qu'est-ce qu'ils sont, et le nom des profs. Et alors, comme je suis prof de droit, je me lance là-dessus, et finalement je découvre le prof qui était le professeur clé, je pense, pour les deux hommes. Et ça, c'était très, très excitant. Oui, parce qu'en plus, il y a un contexte très particulier, c'est-à-dire que cette ville est le théâtre de faits qui vont bouleverser, d'une certaine façon, l'histoire du droit. C'est une ville incroyable. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà visité Lviv? Combien de gens ici? Alors, très, très peu. Moi, j'ai jamais... Ça fait... 3-4 personnes. 3-4 personnes. Ça fait 7 ans que je visite à peu près 2 fois par an. En 15 visites, j'ai seulement rencontré un autre Anglais et 2 Français. Ah, mais c'est comme ça, personne n'y va. Mais c'était une ville comme Vienne au 19e siècle et pour la première partie de la 20e siècle, une vie culturelle, une grande, grande ville, mais une ville qui était tout à fait au point d'échange entre l'Est et l'Ouest. Alors, par exemple, novembre 1918, la ville change de nationalité 4 fois en 4 semaines. Première semaine de novembre, autrichien. Deuxième semaine, ukrainien. Troisième semaine, autrichien. Quatrième semaine, polonais. Et j'aime bien me poser la question, qu'est-ce que le prof de droit, Julius Makarewicz, le grand prof de droit criminel polonais, qui les a enseignés, qu'est-ce qu'il a enseigné? Est-ce qu'il changeait chaque semaine? Comment il faisait? Alors, on peut comprendre aussi qu'entre 1918 et 1945, la ville a changé encore de nationalité 4, 5, 6 fois. Contextuellement. Alors, il y a dans cette ville, et pour la population aujourd'hui, même aujourd'hui, cet contexte que tout peut changer demain. Rien n'est fixe. Parce que vous dites que ça a changé 4 fois, mais en fait, vous dites aussi que de 14 à 45, cette ville va changer 8 fois demain. C'est quand même assez déroutant. Et non seulement maintenant les Autrichiens et les Polonais et les Ukrainiens, mais si on ajoute les Soviétiques, les nazis, et encore une fois les Soviétiques, on peut comprendre un peu comment c'était de vivre dans cette ville. C'était une ville, quand mon grand-père y était, quand l'Artepact y était, quand Lemkin y était, à peu près divisé également entre les Polonais, les Juifs et les Ukrainiens. Aujourd'hui, il reste plus de Polonais, plus de Juifs, et c'est une ville ukrainienne. Mais, et je le mentionne dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'y vais, je donne une conférence où je parle du livre. Le livre vient d'être publié en Ukraine, et c'était la folie. J'ai fait un événement un dimanche matin à 10h, 1000 personnes, et tout le monde moins de 25 ans, parce que les gens ne connaissent pas les histoires. C'était remarquable. Et ça touche vraiment
les gens aujourd'hui, même aujourd'hui. Mais vous dites que les gens ne connaissent pas les histoires. C'est tout à fait frappant que l'université qui vous invite ne soit pas capable de savoir que ces deux personnes éminemment importantes pour le droit international sortent de leur mur. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part aussi, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a aussi une forme de déni, un refus de savoir? Totalement, totalement. Et c'est très complexe. Alors, par exemple, j'ai mentionné que le 10, 11, 12 novembre, il y aura des grands événements, une conférence académique, un concert, et on va marcher, on sera plusieurs centaines à marcher avec le maire de la ville, à mettre sur les murs de leur maison que j'ai trouvé des plaques mentionnant qu'est-ce qu'on met sur la plaque. Okay? Qu'est-ce qu'on met sur la plaque? Alors, par exemple, moi avec Sophia Diak, directeur du centre de recherche de la ville, on s'est accordé, on va mettre, par exemple, Raphaël Lemkin, étudiant à l'université Jan Casimir, parenthèse, Ivan Franko, fermez les parenthèses, 1921-1926. Non. Pas de référence à une université polonaise. Pourquoi? Parce que ça ouvrira la porte encore un peu plus largement à la possibilité qu'il voudrait retourner. Alors nous, on dit, bah, regarde, il n'était pas étudiant à l'université d'Ivan Franko. On ne peut pas mettre qu'il était étudiant dans cette université. Alors finalement, on s'est beaucoup bagarré. Moi, j'ai dit, bah, si on peut pas faire des mensonges. Sur ça, il faut raconter comment c'est. Il était étudiant à l'université polonaise, pas à l'université ukrainienne, qui est devenue l'université ukrainienne. Alors finalement, on s'est accordé, on ne va pas mettre les plaques sur un mur public. Ça sera sur un mur privé. Et comme ça, on évite toutes ces questions de politique. Qu'est-ce qu'on met sur les plaques? Qu'ils étaient polonais, qu'ils étaient juifs? Alors finalement, on ne met rien. On met... Qui voit les plaques alors? Non, des murs privés, de bâtiments privés. Des bâtiments. Ça sera sur les bâtiments. Alors, il y a évidemment une autre personne qui est originaire de cette région, qui s'appelle Hans Frank. Non, il n'est pas de cette région, mais il est arrivé. Il est passé par la région. Il est passé par la région. Il a joué un rôle tout à fait tragique, et surtout, il est au cœur du procès de Nuremberg. Vous avez rencontré son fils. Alors, il faut parler un peu, il faut introduire Hans Frank. Aussi, c'est le troisième juriste, et pas n'importe qui, un grand juriste, et le conseiller personnel en droit à Adolf Hitler entre 1928 et 1933. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui connaît exactement ce qui s'est passé. En 1939, il est nommé gouverneur général de la Pologne occupée par les nazis. Et il arrive à Cracow. En 1941, son territoire s'élargit, et s'élargit envers la Galicie et Lemberg. Et le 1er août 1942, il arrive à Lemberg pour donner un grand discours pour fêter l'anniversaire de l'introduction de cette ville dans son territoire. Et il annonce la solution finale dans le territoire. Et dans le mois qui suit, au moins 100 000 personnes sont exterminées, 100 000 juifs, et aussi des Polonais. Et il continue à faire son travail. En 1945, au mois de mai, il est attrapé par les Américains et il devient le numéro 7 des défendeurs dans le grand procès de Nuremberg, le grand, avec Göring et Speer et Hess et tout le monde. On le voit au premier rang, juste à côté de ces messieurs. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, l'Autopact est pris par les Britanniques pour être membre de leur délégation et pour faire le procès contre Frank pour crime contre l'humanité, un terme que lui, il a inventé. Et Lemkin est pris par les Américains pour faire le même procès contre Frank, mais pour génocide. Alors les deux hommes confrontent Frank, mais ils ne savent pas
au moment où le procès s'ouvre, le 20 novembre 1945, que c'est l'homme qui a tué leur famille en totalité. Et Frank devient le lien entre Lauterpacht, Lemkin et mon grand-père, parce qu'il y a eu exactement les mêmes conséquences pour la famille de mon grand-père qui sont restés à Lviv, Lemberg, et à Jolkiev, la petite ville à côté où mon grand-père aussi, sa mère, a commencé sa vie. Alors, en écrivant sur Frank, mon approche, et je suis fondé comme juriste, c'est que je lis tout. Quand je prépare un procès, je lis tout ce que je peux trouver pour trouver les faits qui sont importants pour moi. Et je lis avec un esprit ouvert. Et j'ai trouvé un livre écrit par un des enfants de Hans Frank, un livre qui s'appelle Der Vater, le père, qui a été publié en 1987, qui a créé un scandale en Allemagne, parce que c'était le premier livre d'un enfant d'un grand nazi qui dit « Mon père est criminel et que c'est une bonne chose qu'il a été pendu ». Et ça, c'était en Allemagne, mais en 1947, personne des enfants disait ça. En fait, ce que j'ai appris aussi, c'est vachement intéressant, c'est que tous les enfants sont en contact. Ça, c'est vraiment... Alors, Nicolas connaît tout le monde. Ils se connaissent tous. Des relations pas faciles, mais ils se connaissent. Alors, je me suis dit, j'ai lu ce livre bouleversant, et je veux rencontrer ce monsieur parce que c'est par lui que je vais vraiment comprendre ce qui s'est passé dans la famille. Et finalement, je le trouve, on se rencontre à Hambourg en fin 2011, début 2012. Et je trouve un homme remarquable, journaliste, un grand journaliste, éditeur pour Stern, un grand écrivain, un homme remarquable. J'étais très inquiet la première fois que je l'ai rencontré. Maintenant, on est devenus très, très proches, très proches. Et ça aussi, c'est remarquable, que le petit-fils d'un des victimes de son père peut devenir vraiment proche avec lui. Mais c'est vraiment quelqu'un de remarquable. La première fois que je le rencontre, il me dit plein de choses. Par exemple, il me dit, Philippe, tu dois comprendre, je suis contre la peine de mort en toutes circonstances, sauf mon père. Et après, il sort de sa poche de sa veste une photo de son père qui vient d'être pendu. C'est la photo. Et il me dit, tous les jours, la première chose que je fais, je regarde cette photo pour m'assurer qu'il est mort. Elle est dans le livre. Alors, vous comprenez un peu le contexte. Mais il me donne tous les lettres de ses parents, les agendas de ses parents, et c'est par ça que je trouve... Et le livre est plein de détails, pour moi, remarquables. Et c'est un peu pour ça, je pense qu'en Angleterre, aux États-Unis, le livre a vendu à un niveau... Pour nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Je pense que ça commence à marcher aussi. En France, parce que c'est par les toutes petites histoires, les détails, qu'on comprend les plus grandes vérités. Alors, par exemple, Hans Frank, été 1942, il prend contact encore une fois avec sa chérie quand il avait 20 ans, avec la femme avec qui il voulait se marier. Et il se décide, il veut divorcer sa femme. Il réfléchit, comment, en été 1942, est-ce que je peux trouver une raison pour divorcer Brigitta, qui est quand même la maman de mes 5 enfants. Il trouve une idée exceptionnelle et, je pense, unique. Il se dit... il le crie. Alors, je l'ai vu en noir et blanc. Il dit à Brigitta, je vais être impliqué dans des choses qui sont si terribles et si criminelles que ça sera mieux pour toi et pour les enfants que tu prends ta distance un peu. Et elle dit non. Bien sûr, il parle de la solution finale. Son équipe a participé aux conférences de Wannsee. Il sait tout. Il est complètement impliqué. Et par voie de ces détails, on comprend la mentalité de la personne. On comprend pourquoi Hannah Arendt avait tort. C'est pas une banalité, pas du tout. Il savait exactement ce qu'il faisait, exactement ce qu'il faisait. Et par conséquent,
sa femme dit non, je préfère rester avec toi, même si tu fais toutes ces choses. Et elle écrit à Adolf Hitler. Incroyable. Hitler téléphone à Frank en août 1942 et lui dit pas de divorce pendant la guerre. Après la guerre, tu fais ce que tu veux, mais pas de divorce pendant la guerre. Encore une histoire, un détail remarquable, et il décide de rester avec sa femme. Et quand je pose la question à Nicolas pourquoi il est resté avec sa femme, il me dit parce que d'abord c'est un homme qui manquait de courage civil, mais il adorait Hitler plus qu'il adorait même l'autre femme. Alors ça, on commence à comprendre un peu la mentalité des personnes qui peuvent être impliquées dans ces histoires. Ça dit des choses sur son caractère, ça dit des choses évidemment sur, même si, non pas qu'on en doutait, mais de façon très explicite sur le fait qu'il avait une conscience absolue de ce qui était en train de se préparer et qu'il était totalement impliqué. Et puis, on est en train d'entrer dans l'humain, on va dire, plus que dans la grande histoire. On va se diriger vers Léon, revenir à l'histoire de Léon, qui est une histoire tout à fait passionnante, étonnante et pleine de rebondissements, puisque vous allez apprendre énormément de choses. J'ai le sentiment qu'il reste encore des points d'interrogation, évidemment, mais malgré tout, vous allez découvrir un personnage que vous ne connaissiez pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où vous partez pour cette conférence, vous avez une image de votre grand-père, de Léon, et elle va être totalement transformée au fur et à mesure que vous allez enquêter. Léon, effectivement, se marie à Vienne, mais vous l'avez dit, en 1939, il part à Paris, il part tout seul. Et quand je dis qu'il part tout seul, il laisse non seulement sa femme derrière lui, mais aussi sa fille qui a à peine 1 an, votre maman. Et qui est parmi nous aujourd'hui. Et qui est... Bonsoir madame, je ne sais pas où elle est, mais je la salue. Enchantée. Et il va donc partir seul, et ça reste un mystère à ce moment-là. Pourquoi est-il parti seul quand vous découvrez Alors, quand j'ai décidé d'aller à Lviv, pour la première fois, vraiment dans ma vie, je me suis posé la question, et non seulement posé la question, mais je vais faire quelque chose là-dessus. Alors, mais il vient d'où exactement? Est-ce qu'il y a de la documentation? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des passeports? Parce que je n'avais rien vu. Alors, je demande à ma mère, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste de la documentation? Et elle dit oui. Et je dis, est-ce que je peux les voir, les choses? Elle dit oui. Et elle arrive dans son salon, dans son appart, avec deux sacs, plein de papiers que j'avais jamais vus avant. Et il y a des choses remarquables. Et c'est vraiment cet acte de générosité d'ouvrir la porte, parce que sans cette documentation, j'aurais rien pu faire. Alors, avec cette documentation, les portes s'ouvrent. Ce que je voulais vraiment faire, pour commencer, c'était très simple. Je voulais voir la maison où il est né. C'est quelque chose de très simple. Tout le monde comprendra. C'est simplement un point de départ pour connaître un peu mieux cet homme que je connaissais bien pendant plus de 35 ans, mais aussi pas bien, parce que c'était un homme qui gardait très intérieurement ses histoires, comme a fait beaucoup de gens dans ces histoires, mais aussi au Rwanda, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Syrie. C'est exactement la même chose. Le silence s'impose pour la plupart des gens pour des raisons tout à fait compréhensibles. Tout à fait compréhensibles. Alors, c'était une façon d'ouvrir la porte. Et bien sûr, immédiatement, il y a des photos, il y a des passeports. Et au moment qu'on a les noms, les adresses des gens qui sont disparus, ça change complètement. Ce n'est pas simplement 50 personnes, 3000 personnes, 1 million de personnes, 6 millions de personnes. C'est des individus. Et ça change complètement. Et c'est impossible pour moi de résister à ça. Dans cette documentation, il y a 3 passeports nazis que je vois pour la première fois et que j'étudie très attentivement. Et j'ai appris aussi dans mon boulot que c'est jamais la première fois qu'on regarde à quelque chose qu'on découvre la vérité d'un document. Il faut regarder 5 fois, 10 fois, 50 fois. Et c'est peut-être seulement la 100e fois qu'on regarde, ah, j'ai pas remarqué, il y a quelque chose. Et c'est intéressant. Mais avec ces documents, je pouvais voir que Léon a quitté
Vienne en janvier 1939, que ma mère, il a quitté seul Vienne, que ma mère est arrivée à l'âge de 1 an tout seul à Paris en juillet 1939, qu'il a apporté à Paris, et que ma grand-mère est restée jusqu'au fin 1941, et puis elle est arrivée, mais comment, étant juive, d'aller de Vienne à Paris en automne, mission impossible, avec un passeport qui a été créé pour elle en 1941. Alors, je suis une sorte de détective, et j'ai passé 4 ou 5 ans à trouver des réponses à 3 questions. Pourquoi est-ce que mon grand-père est parti seul? Pour qui a apporté ma mère, l'enfant, à Paris? Et pourquoi est-ce que ma grand-mère est restée? Et comment est-ce qu'elle est arrivée à venir? Alors, on ne va pas donner toutes les réponses, mais c'est pour dire qu'il y a 2 histoires détectives dans ce livre. Il y a la grande histoire politique et intellectuelle de l'Autopact et Lemkin et le procès contre Frank, et ces 2 concepts d'individus et du groupe, crime contre l'humanité et génocide. Et il y a l'histoire tout à fait personnelle en parallèle, et les histoires, bien sûr, sont fortement liées. Et ce qu'on peut dire, en revanche, sans révéler les clés de l'histoire, c'est que en commençant cette enquête sur votre famille, vous allez découvrir une famille beaucoup plus grande que ce que vous imaginiez avoir. Une famille que vous n'avez évidemment pas pu connaître, mais qui était bel et bien là et qui a été très nombreuse. Alors, pour les 3 hommes, l'Autopact, Lemkin et Léon, ils avaient tous des très grandes familles, des familles de 70, 80 personnes. Et pour l'Autopact et Lemkin, j'ai découvert que tout le monde est mort, qui venait de cette région, sauf pour chacun de l'Autopact et Lemkin, une personne chacun. Et ça, je décris dans le livre. Pour mon grand-père, jusqu'à vendredi dernier, j'étais sous l'impression que tout le monde a été tué. Mais le vendredi dernier, je reçois une lettre remarquable de Los Angeles. Dans le livre, je sais, il a mentionné la page 23 dans la version anglaise-américaine. J'ai dû prendre quelques décisions en écrivant ce livre. Les détails sont importants. Et à un certain moment, je découvre que la mère de mon grand-père est née dans la petite ville de Jolkiev, que j'ai déjà mentionné, à 25 km de Lemberg, de Lviv. Et ça, c'est déjà une grande coïncidence parce que mon premier prof de droit international à Cambridge University est celui qui a créé ma carrière, vraiment le monsieur à qui je dois le plus dans ma vie professionnelle. C'était le seul fils de Herschel Lauterpacht, Elie Lauterpacht, qui est décédé cette année en fait. Et j'ai découvert que Herschel Lauterpacht et Amalia Flaschner-Buchholz, la mère de mon grand-père, sont nés non seulement dans la même région, non seulement dans la même ville, mais sur la même rue, Lembergerstrasse, la rue Est-Ouest. Et c'est pour ça qu'en anglais, le livre est intitulé East-West Street, ce qui ne marche pas du tout. J'ai compris en français. Alors, je commence à m'intéresser à la famille que tu as mentionnée, que je ne connaissais pas, et j'ai découvert dans les archives de Varsovie les actes de naissance de mon arrière-grand-mère et de ses 4 frères. Et je décide, bon, ça prend encore 2-3 lignes, est-ce que je mets le nom et la date de naissance des frères de mon arrière-grand-mère? Et je dis, oui, pourquoi pas, on ne sait jamais. Je vais mettre. C'est important, c'est ses frères, et ça leur donne un respect, c'est un marque de respect de mentionner les gens. Alors je mets les 4 noms, Aaron, Laibus, Nathan, j'oublie le 4e, né 1875, 77, 79, il y a longtemps. Vendredi dernier, je reçois une lettre. Cher professeur Sams,
je vous écris de Los Angeles, où je suis professeur à l'université. J'étais étonné de lire votre livre et à la page 23 de trouver mention de mon grand-père, Nathan Flachner. Nathan Flachner, né en 1877, a eu un enfant en 1910. Il écrit « C'est mon père, Henry. » Et lui, il a dû connaître ton grand-père. En fait, c'était son premier cousin. C'était son cousin germain. Et lui, mon père, a survécu la guerre. Il s'était échappé. Tout le monde autre est mort, mais lui, en 1942, au moment que Franck arrive, s'est mis à marcher vers l'Est et est rentré dans l'armée polonaise de l'armée rouge. Et il était même à Berlin le 8 mai 1945. Il a libéré Majdanek. C'est une histoire remarquable. Moi, pas encore plus pour mon grand-père, qui a certainement imaginé la possibilité qu'il y avait quelqu'un. J'ai une tristesse que lui, il n'a jamais su qu'il avait son cousin qui habitait, d'abord, il est né en Pologne, il est décédé en Israël en 1990, mais au moins, maintenant, on sait. Et de ça, j'ai appris, quand on écrit un livre comme ça, il faut rentrer dans les détails. Et qu'il peut y avoir des surprises, et peut-être que c'est un autre livre derrière. Le prochain livre, je suis en train d'écrire, c'est la suite, et c'est sur un des caractères, parce que Hans Frank avait un député qui s'appelait Otto Wächter, qui était le gouverneur d'abord de Cracovie. C'est lui qui a créé le ghetto de Cracovie. Et après, il a été envoyé en Galicie, et c'est lui qui était à Galicie en 1942 au moment de la grosse action. Mais lui, en 1945, il s'est échappé pendant 4 ans. Il est arrivé à Rome en 1949 et il était en train de partir pour l'Argentine. Il est décédé dans des circonstances totalement inattendues. Alors le livre suit son histoire au Vatican avec des Américains qui savaient exactement où il était. Vous parlez d'un personnage que vous avez retiré du livre pour en faire un personnage central de roman. Il y a un autre personnage qui aurait pu, il me semble-t-il, faire l'objet d'un roman à elle toute seule. Alors on va marcher sur des œufs pour en parler, parce que c'est pareil, il ne faut pas trop révéler de choses, mais c'est quand même cette Anglaise incroyable qui est dévouée totalement à la cause. Sauver le plus possible d'enfants, qui elle peut. Pourquoi ce personnage est finalement très romanesque? C'est une histoire remarquable. C'est la personne, pour moi, à part mon grand-père, qui me touche le plus, des gens qui étaient actifs dans cette période. Et voilà un peu son histoire. On ne va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vachement intéressant. Un jour, il y aura sûrement un film sur elle. J'en suis persuadée. Parce que c'est vraiment quelqu'un. Et c'est intéressant, en France, mais ça ne s'est pas passé comme ça en Angleterre ou aux États-Unis, dans chaque conversation avec vous, dans chaque interview, tout le monde touche sur Madame Tilney. Et c'est une histoire qui a lieu à Paris aussi. Alors, je trouve dans les papiers que ma mère m'a donnés, une toute petite papier, il est reproduit dans le livre, où il y a marqué simplement Miss E.M. Tilney, Menuca, Bluebell Road, Norwich, Angleterre. Et je dis à ma mère, c'est quoi ce document? Et elle dit, je ne sais pas. Je dis, moi, je ne sais pas vraiment si je te crois totalement, mais bon, voilà. Et alors, je mets 4 ans à découvrir qui est Miss E.M. Tilney. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le morceau de papier que Madame Tilney a certainement donné à mon grand-père au moment où elle est arrivée à Paris en juillet 1939, accompagnée de ma mère, parce que c'est elle la personne qui a accompagné ma mère. Mais c'est une histoire incroyable. C'est qui Madame Tilney? Alors d'abord, Mademoiselle Tilney, c'est très important. Très important, Mademoiselle Tilney. Alors, j'ai une éditrice magnifique à New York qui a
avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce livre pendant 5 ans, elle m'a dit, Philippe, ce qui est vraiment important, c'est que tu décris pas seulement ce que tu as découvert, mais comment tu l'as fait, comment tu as trouvé ces détails. Alors, je décris dans le livre comment, avec un petit morceau de papier, comme ça, j'arrive à trouver tous les Miss Tilney qui habitaient à Norwich dans cette période. Il y en a 4, incroyablement, 4 Miss E. Tilney. Et celle-là est née en 1893. Elle est évangélique. Elle part en 1920 pour l'Afrique du Nord pour devenir missionnaire. Et pour arriver en Afrique du Nord, elle passe souvent par Paris. Et en fait, elle s'installe à Paris aux années 30, après que les nazis ont pris le pouvoir, et elle travaille dans une église sur l'avenue de Maine, ici à Paris, où elle assiste les réfugiés de l'Allemagne et de l'Autriche dans diverses façons. Et c'est là sûrement qu'elle a rencontré mon grand-père en février-mars 1939, et c'est elle qui est partie chercher l'enfant de mon grand-père. Et j'aurais pu arrêter l'histoire à ce moment-là, mais je ne pouvais pas, parce que j'étais tellement passionné par son histoire que j'ai continué. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Allemands sont arrivés? Et en fait, je dirais simplement, vous pouvez lire, elle est devenue prisonnière à Vittel, au Stalag 127, où c'est déjà remarquable ce qu'elle a fait pour ma famille, mais ce qu'elle a fait après, c'est encore plus remarquable. Et ça m'a vraiment, vraiment touché. La question qui m'intéressait beaucoup était pourquoi est-ce que Mademoiselle Tilney a agi de cette façon? Est-ce que c'était par idéologie religieuse ou est-ce que c'était par humanité? Et pour savoir la réponse à cette question, et maintenant je connais très bien les gens de son église à Norwich, qui existe toujours aujourd'hui, on est devenus très très proches, mais j'ai tourné à un écrivain anglais, je ne sais pas s'il est très connu en France, Jeanette Winterson. En Angleterre, c'est un de nos plus grands écrivains qui avait une mère religieuse comme de la même persuasion de Mademoiselle Tilney. Et j'ai passé des heures avec Jeanette Winterson à lire tous les lettres que Miss Tilney écrivait, tous les documents qu'elle avait. Et avec elle, on est arrivé à la conclusion, absolument, c'était l'humanité. Ce n'était pas une sorte d'idéologie. L'idéologie, d'une certaine façon, l'idéologie religieuse accompagnait son humanité parce qu'elle faisait partie de son identité, mais ce n'est pas ça qui définissait ses actes, d'une certaine façon. Finalement, pour elle agissait du même esprit que l'Artopact, pour protéger l'individu, pas parce que l'individu est chrétien ou musulman ou juif ou autre, mais parce que c'est un être humain qui souffre, qu'elle peut assister. Ça, j'en suis persuadé, sauf que c'est catalysé par une ligne dans la lettre de Paul aux Romains, oui. Chapitre 10, ligne 1, et je dois mon existence à cette ligne. Et ça, c'est de comprendre ça pour un juriste qui passe son temps à interpréter les textes. J'adore l'idée qu'il y a une ligne sur laquelle je dois mon existence. Ça, c'est très touchant. Puisque vous parlez de la question de l'individu, qu'on y revient, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce qui, entre guillemets, oppose l'Auterpacht et Lemkin. Puisque, évidemment, ils sont portés tous les deux par une envie de justice. Mais il y a des problématiques qui se dégagent de la terminologie que l'on emploie, qui sont sur des terrains assez sablonneux. Qu'est-ce qui pose problème avec la notion de Lemkin? Vous en parlez évidemment dans le livre, mais en dire quelques mots. Il faut aller en revers un peu pour savoir qu'aux années 30 et aux années 40, au moins avant 45, en droit international, pas en droit
domestique, pas en droit national, mais en droit international, l'État avait une souveraineté absolue. Si l'État veut tuer la moitié des personnes dans cette salle, tout le monde de ce côté de la salle, demain, aux années 30, l'État pouvait le faire. L'être humain était la propriété de l'État. Et si l'État, le souverain, le roi, le président décide de le faire, le droit international ne peut pas intervenir. La révolution qui a eu lieu en 1945, c'était la révolution de dire que l'État n'a plus une souveraineté absolue et totale, que l'être humain est protégé. L'idée de l'Outpact était fondamentalement de protéger tout être humain parce qu'il ou elle est être humain, et pas plus que ça. Et Lemkin dit, oui, c'est très beau ça, mais la vie ne marche pas comme ça. En fait, les gens ne sont pas tués parce qu'ils sont êtres humains ou parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils sont tués parce qu'ils sont membres d'un groupe qui est désisté à un certain moment dans un certain lieu. Alors, le droit international doit protéger les groupes. L'Outpact dit, oui, mais si tu prends cette direction, la conséquence, c'est que vous allez remplacer le tyrannie de l'État par le tyrannie des groupes. Et je pense que c'est un peu comme ça que les choses se passent en ce moment. Ça renforce l'identité des groupes. Mais au niveau personnel, pour nous tous dans cette salle, dès qu'on rentre dans ce débat, on se pose la question, moi je me pose la question, comment est-ce que je veux que le droit me protège? Est-ce que je veux que le droit me protège à cause de mes caractéristiques d'être humain, parce que je suis un individu, ou est-ce que je veux que le droit international me protège pour protéger un ou plus des groupes dont je fais membre? Alors, centralement, c'est pour ça que je dis centralement, dans ce débat entre l'Outpact et Lemkin, où je suis intellectuellement plutôt, où je suis plutôt, je ne sais pas exactement, parce que le livre est un voyage interne pour moi aussi, plutôt avec l'Outpact. Quelles sont les conséquences de Lemkin, du génocide, qui a, d'une certaine façon, triomphé, parce que maintenant, dans toutes les grosses histoires d'horreur, tous les victimes veulent que leur crime dont ils sont sujets soit caractérisé comme génocide. Crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est jamais assez. Alors, ça crée plein de conséquences. Si vous permettez, je voudrais juste lire un tout petit chapitre, justement, vous évoquez ça. C'est un défi sérieux pour notre système de droit international confronté à une tension tangible. D'une part, les gens se font tuer parce qu'ils appartiennent à un groupe. D'autre part, en insistant sur le sentiment d'identité collective, la reconnaissance de cette appartenance par le droit rend le conflit entre groupes plus probable. Léopold Kohr avait peut-être raison de noter, dans la lettre personnelle et puissante qu'il avait adressée à son ami Lemkin, que le génocide finirait par susciter les conditions mêmes qu'il cherchait à éliminer. Ça, c'est la contradiction fondamentale. C'est effrayant parce que chaque acte qui a des bonnes intentions a des conséquences inattendues. Comment est-ce que ça marche? Je l'ai vu pour moi-même. Quand je travaille dans une affaire où il faut prouver le génocide, on se trouve, pour parler concrètement, dans une chambre avec un Premier ministre, avec un président, qui nous dit « Je veux absolument que vous prouvez que ce qui s'est passé dans ma ville, c'est un génocide contre ma groupe. » Et on explique au président, au ministre des Affaires étrangères, ou je ne sais pas qui, qu'en fait, finalement, pour prouver ça, on doit démontrer, on doit prouver une intention de détruire un groupe en totalité ou partiellement. Et ce n'est pas facile de le faire parce que les tueurs, en général, ne laissent pas des morceaux de papier où ils écrivent « Ah oui, on fait ce qu'on fait pour... » Les gens font un peu attention. Et donc, on constate que dès qu'on dit ces mots, ah, ça va être difficile, crime contre l'humanité, crime de guerre, aucun problème, génocide, c'est plus difficile, les tensions montent. Et le sentiment négatif envers ceux qui ont tué devient encore plus fort. Et le sentiment
que la groupe dont je fais partie, pour ce Premier ministre, ne peut pas être dans les catégories où on peut dire qu'il y a un génocide contre nous, va créer des problèmes. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie, où le Bosnie a eu un génocide à Srebrenica, c'était caractérisé comme génocide, mais à Vukovar, ce n'est pas un génocide, c'est seulement crime contre l'humanité, crime de guerre. Dans 50 ans, ça va créer des problèmes. Ça crée une hiérarchie. Alors je comprends ce que Léopold Kohr, dans une lettre magnifique écrite en 1945 à son ami, mais pas pour être publiée, craignait. Mais par contre, aussi, je reconnais ce que Lemkin voulait faire. Alors, je travaille en ce moment avec la communauté yazidi dans ce qui se passe en Syrie et en Irak. Je suis en contact très proche avec un psychologue yazidi allemand, un homme magnifique, Dr Kizilhan, vraiment quelqu'un de remarquable. Et je fais un film sur son histoire. J'ai rencontré plein de jeunes femmes yazidis qui ont été torturées, violées, ensclavées. Des histoires terribles, terribles, terribles. Et quand je me suis approché de lui pour écrire d'abord un article et après monter un film, il m'a dit, oui, mais j'ai fait mes recherches sur toi aussi. Toi aussi, tu es important pour moi. Et tu es important pour moi parce que ça fait une partie de mon travail avec 1100 femmes yazidis que j'ai emmenées en Allemagne avec l'assistance de Madame Merkel, d'intégrer dans leur programme la possibilité qu'un jour, il y aura une sorte de justice pour ce qui s'est passé. Alors, justice joue un rôle important. Il dit, bien sûr, pour moi, c'est pas crime contre l'humanité, c'est pas crime de guerre, c'est génocide. Je lui demande pourquoi. Il me dit parce que le crime de génocide, c'est le seul crime qui permettrait à ces jeunes femmes d'avoir la possibilité de croire que la communauté internationale a reconnu leur droit d'exister en groupe. Et pour eux, et pour qu'ils soient bien dans les années qui viennent, ça, c'est vachement important. Et quand il m'a dit ça, j'ai vraiment compris. Alors, il y a une tension fondamentale, c'est très complexe. C'est-à-dire que ça va déterminer aussi l'après, en fait, pas simplement la condamnation. C'est aussi comment on va se percevoir après le procès. Parce qu'une partie de l'après de procès pour une groupe de victimes, c'est de se tenir la tête haute et de dire « Moi, je suis yazidi ». Et le système de droit international et l'ordre international reconnaît le droit d'existence en tant que yazidi. Et ça, c'est vachement important au point psychologue, c'est ce qui m'explique, je ne suis pas psychologue, mais pour Dr Kizilhan, ça joue un rôle important. Et ça, je n'avais pas très bien compris. Et ça c'est en fait l'idée de Lemkin. Lemkin l'avait compris. C'était l'idée de la reconstruction d'une certaine façon derrière. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de rendre justice, il ne s'agit pas d'honorer la mémoire des morts en leur rendant justice, il s'agit de voir comment est-ce qu'on se reconstruit après que les faits aient été dits, reconnus et les coupables châtiés. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on on fait un travail de résilience? Exactement. Et une partie de ça, et si on est partie d'une groupe qui est visée, on comprendra exactement ce que je dis. L'idée que le droit international reconnaît le droit d'existence d'un groupe est d'une grande importance. Ce n'est pas quelque chose simplement à imaginer, oh oui, ça existe. Le fait de déclarer ça a un rôle important dans le bien-être des membres des groupes. Raphaël Lemkin a eu beaucoup plus de mal que Lauterpacht à imposer, en tout cas à convaincre avec le concept de génocide. On peut même dire qu'il a souffert du fait qu'on ne lui reconnaissait pas sa théorie. C'est lui qui dit dans votre livre « Croire en une idée signifie la vivre ». Lui, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va vivre jusqu'au bout pour pouvoir voir inscrit quelque part, que ce soit en gros, en petit ou en italique ou en note de bas de page, il faut que ce soit inscrit sur le papier. Tout à fait. Il décrit le jour du jugement
de Nuremberg, le 1er octobre 1946, le jour la pire de sa vie. Encore pire que le jour où il a compris, où il a appris qu'il a perdu sa maman, son papa, ses frères, ses tantes, etc. Pourquoi ? Parce que le jugement fait aucune mention du terme génocide. Pas mentionné. Mentionné pendant le procès, mais les juges ont voté contre le génocide. Il n'y a pas de mention. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas pleurer dans un coin, quelque part. Il se reprend immédiatement. Il commence à militer. Il part à New York pour l'Assemblée générale, la première Assemblée générale des Nations unies. Il commence à travailler pour une convention sur la prévention et la punition du génocide qui est obtenue en 1948. Et c'est la première convention moderne des droits de l'homme, la convention de Lemkin, il faut absolument l'appeler, parce que sans lui, il n'y aurait pas de convention, suivie le lendemain par la Déclaration universelle des droits de l'homme, préparée par l'Artepact, mais qui n'est pas une convention, simplement une déclaration. Alors il y a ces deux voies. Alors en fait, on pourrait dire que Lemkin a perdu la bataille dans le sens du jugement, mais qu'il a gagné la guerre. Parce que finalement, tout le monde s'accroche sur l'idée, pas de crime contre l'humanité, qui est un aspect jurido-technique, mais génocide. Et là, on revient à l'importance des mots. Il y a une sorte de magie dans ce mot génocide. Et je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot ? Et c'est un mot qui nous permet d'imaginer l'horreur d'une façon que le terme crime contre l'humanité ne marche pas. Et quand on le voit, et je pense que c'est peut-être pas dans les épreuves non corrigées, mais oui, c'est là. Quand on le voit avec son écriture, ça c'est très très touchant. Je monte aussi une pièce musicale et avec les mots, et on montre sur un écran géant le mot génocide écrit par Lemkin dans son écriture. Et c'est étonnant, les gens m'écrivent en disant, à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Il y a quelque chose de tellement puissant à voir ce mot que ça ouvre quelque chose que le terme crime contre l'humanité n'a pas le même effet. C'est le magie des mots. Et puis, même ne serait-ce que dans l'origine du mot, qui est un mot grec et qui associe... Partiellement grec, moitié grec. moitié grec. Mais qui associe le fait de tuer, qui associe la vie et la mort. Oui. Déjà, dans sa composition, c'est un mot extrêmement fort. L'autre chose qui est assez intéressante dans le parcours de l'Artepact, c'est la manière dont vous décrivez, puisque vous disiez tout à l'heure que vous êtes vraiment allé chercher les origines même des éléments que vous trouviez et comment vous avez procédé dans l'enquête. C'est le moment où vous soupçonnez qu'il a commencé à se poser la question de l'idée de crime contre l'humanité. Il y a notamment ce procès de cet Arménien qui tue un ancien ministre de l'Empire ottoman. Ça, c'est Lemkin. Pardon, oui, Lemkin. Non, j'ai compris, c'est vrai. Du coup, j'ai tout confondu. Tellerian. C'est ça, Tellerian, voilà, exactement, de Lemkin, bien sûr. Et donc, ce procès va jouer un rôle aussi fondamental, c'est-à-dire qu'il va vraiment se poser la question de la notion d'identité. Alors, en 1921, Lemkin est étudiant à l'université de Lviv. Et on sait cette histoire seulement parce qu'il a raconté tellement de fois que j'ai trouvé un peu partout des références à cette histoire. Une petite pause, j'ai aussi appris que Lemkin avait une sorte de tendance de faire des petits mensonges. Mon mensonge préféré de Lemkin, et j'adore Lemkin, ça c'est clair, c'était quand il décrit une conférence à Madrid en 1933. Il avait déjà publié par Pédone, l'éditeur Horus Soufflot, un petit bouquin sur crimes de barbarité et vandalisme. Et il espère que ces crimes pourraient être discutés à une grande conférence des Nations Unies en octobre 1933. Et il décrit
10 ans plus tard, quand il arrive aux États-Unis, comment, au moment où il a présenté ses idées à la conférence à Madrid en octobre 1933, c'est juste après que Hitler vient et les nazis viennent au pouvoir, les deux Allemands, chefs de délégation allemande, se lèvent et quittent la salle. Seul problème avec cette histoire, c'était que Lemkin n'était pas dans la salle. Il n'était pas là. On l'a enlevé de la délégation polonaise avant la conférence. Et c'est vrai que son document a été distribué, mais on ne peut pas savoir si ça s'est vraiment passé de cette façon. Alors, je fais un peu attention quand je fais référence à ce qu'il a écrit sur ce qui s'est passé en 1921, mais ce qu'il dit, si c'est vrai ou non, on ne sait pas, c'est que son professeur... Alors il y a en 1921 un grand procès à Berlin. Il y a un jeune Arménien, Sogomon Tehlirian, qui trouve à Berlin un ancien ministre turc, Talat Pasha, qui habite à Berlin. Il le trouve dans la rue, il commence à le suivre pendant plusieurs semaines, il décide qu'il va le tuer, l'assassiner. Parce que Tehlirian a perdu sa famille entière. En 1915. Il y a un assassinat, il le tue dans la rue, et il y a un grand procès. Et le procès est dans tous les journaux. Et ça, j'ai vérifié, c'est vraiment dans tous les journaux. Et Lemkin décrit comment il a lu ça dans les journaux à Lvov, à Lemberg, Lviv, et il y a eu une discussion avec son prof, certainement Julius Makarevich, le professeur que j'ai trouvé, où où Lemkin a dit à son prof, il était jeune étudiant, il avait 20 ans, c'est atroce qu'il y ait un procès contre Tehlirian, devrait avoir un procès contre les Turcs ou contre ceux de la Turquie qui ont fait ça, les individus. Et le professeur dit non, absolument pas. Ça ne marche pas comme ça en droit international. Et dans le droit, un citoyen d'un État, les Arméniens en Turquie, dans l'Empire ottoman, c'est comme des poulets. C'est la propriété de l'État. Et si l'État décide qu'ils n'ont plus droit à la vie, c'est que ça marche comme ça. Et pour Lemkin, c'est comme ça que son intérêt commence. En fait, il va un peu plus même au-delà aux chansons que lui chantait sa maman quand il était tout petit, habitant dans une ferme. Alors, il décrit dans une sorte assez romantisée, certainement, son trajectoire. Philippe, je vous propose qu'on prenne quelques questions dans la salle. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. On a un micro, je crois, à faire passer. Oui, merci pour votre conférence. Moi, j'avais une première question. La présence de ces deux juifs à Lemberg qui œuvrent pour les droits de l'homme, enfin le génocide et le crime contre l'humanité, est-ce qu'à votre avis, c'est pas lié aussi à tous les massacres de juifs qu'il y a eu en Ukraine lors de la Première Guerre mondiale? D'ailleurs, donc l'armée de Pietlura, qui lui aussi a été assassiné par un juif en Allemagne. Vous avez au 17e... Alors, on parle de 100 000 morts, hein, c'est pas le pogrom de 50 morts, donc c'est quelque chose d'important. Au XVIIe siècle, vous aviez Chmielniki, qui donc aussi, on parle de 100 000 juifs massacrés cruellement. Puis après eux, à la Seconde Guerre mondiale, les troupes nationalistes de Bandura, on parle aussi du même nombre de juifs assassinés. Donc ce contexte, première question, est-ce que c'est pas ça qui les motive? Et puis deuxième question, j'ai l'impression que ce problème-là, enfin les plaques, c'est bien, ça rapproche les juifs des Ukrainiens, mais ce sont des héros, ça, ces massacreurs de juifs sont des héros ukrainiens. Il y a des statuts, ils sont citoyens d'honneur de Jolkiev, et donc j'ai peur que ça obère le futur des relations juivo-ukrainiennes si leurs héros nationaux sont des massacreurs de juifs qui passent, disons, numéro 2 après la Shoah. Alors la première question, absolument la réponse est très simple, oui, et je le décris dans le livre, ils ont eu des expériences personnelles
de ces genres d'histoire. Lemkin en 1906, avec un pogrom qui a eu lieu pas très loin de Bialystok, où il habitait au moment, et pour l'Artepact en 1918, quand il était à Lvov, Lemberg, Lviv, et il y avait des massacres contre les Juifs dans ce fameux mois de novembre. Alors, la réponse est très claire, absolument, ça jouait un rôle très important. La deuxième question que vous posez évoque plein... C'est une grande question. Ce n'est pas possible de répondre à ça dans 3 minutes, 2 minutes, 30 minutes, 3 heures. C'est énorme. Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que ça évoque à peu près la même chose. La ville de Lviv a maintenant décidé, suite à ce livre, de faire certaines choses, ou suite à la recherche que j'ai faite, pour honorer ces 2 citoyens de Lviv, que je trouve une bonne chose. Parce que si on va à Lviv, quand moi je suis arrivé à Lviv en 2010, il n'y avait rien, mais vraiment rien. Alors, à un certain moment, j'ai reçu une demande, est-ce que je pouvais, de tous mes travaux, identifier certains mots de quelqu'un qui était à Lviv en cette période en 1942, au moment où Franck arrive, et leur envoyer les mots qui pourront être donc inscrits dans un mémoire qui vient d'être ouvert il y a 1 an à Lviv, au site d'un ancien synagogue, The Golden Rose, la rose dorée, je suppose, en français, à Lviv. Alors j'ai envoyé les mots, et je n'ai pas envoyé n'importe quel mot, j'ai envoyé les mots, en fait, qui m'ont été parlés ici à Paris. La seule personne de la famille de l'Artepact, je ne sais pas s'il n'y a pas d'index là-dedans, alors on ne peut pas le trouver facilement, les pages sont différentes en français qu'en anglais. La seule personne de la famille l'Artepact qui a survécu était une jeune fille qui s'appelait Inka Gelbart. Finalement, elle s'est mariée, elle est devenue Inka Katz. Et c'était la nièce de l'Artepact, qui avait 12 ans en août 1942. Et elle est décédée maintenant, elle est décédée il y a 3 ou 4 ans. Mais je l'ai rencontrée à Paris, je l'ai longuement interviewée. Et elle m'a décrit très clairement ce qui s'est passé à sa maman et à son papa. Et quand elle avait 2 ans, elle a tout vu. Et surtout, elle a vu, c'est des mots qui m'ont vraiment marqué. Elle était dans leur appartement, elle regardait par la fenêtre et elle a vu sa mère emportée par les Ukrainiens et les Allemands. Et c'est ce que je marque dans le livre. Et je me suis dit, je vais envoyer les mots de Inka Katz, parce que ces mots m'ont beaucoup touché. C'était très très beau et très intime ce qu'elle m'avait dit. Et ça a été bien reçu par mon ami qui travaille pour une ONG, qui l'a envoyé à la mairie, qui ont dit bien, on accepte. Et tous les mots ont été mis sur cette mémorial que j'ai vu pour la première fois au mois de juillet cette année, que je vais revoir dans 2 semaines, sauf qu'ils ont enlevé quelques mots. Ils ont enlevé les mots ukrainiens et allemands. Ils ont mis point. Alors, je savais qu'ils allaient faire ça, parce que déjà, d'honorer les Juifs, c'est problématique, mais d'honorer les Juifs et en même temps identifier les Ukrainiens, bon, les Allemands, ils s'en foutent un peu, mais les Ukrainiens, ça, c'est un pas de trop. Et quand j'étais en Ukraine, à Lviv, il y a 1 mois, le livre a été publié en Ukraine, où ils ont inclus dans le livre exactement le texte, comme Inka Katz les a parlé. Pour moi, ça, c'était très important. Je ne lis pas l'ukrainien, mais mes amis ukrainiens ont vérifié et c'est tout correct. Est-ce que c'était mieux d'avoir les mots de Inka Katz sans la totalité, avec une sorte de petit censoring, ou de n'avoir rien? Ça va un peu dans la direction de votre question, qui est une grande question. Et pour moi, je pense que c'est mieux que les mots sont là, même sans la totalité de la chose, parce que c'est une façon
d'ouvrir le débat. Et je suis persuadé par ça parce que j'ai vu la réaction quand le livre a été publié. Moi, j'ai fait 3 ou 4 conférences, il y avait des centaines de personnes, et c'était tous des jeunes. Et tout le monde venait après me parler, me dire, mais on ne savait pas, personne n'en parle. Votre livre, c'est le premier à raconter cette histoire. Et il y avait un moment totalement remarquable, parce que la publication du livre coïncidait avec un grand événement à Lviv, c'était la 83e conférence de l'Association internationale des écrivains PEN, que vous connaissez. Et c'était PEN International a fait son congrès. Alors ils m'ont demandé de faire le discours d'ouverture. Et par encore une coïncidence magnifique, c'était dans la salle où Hans Frank a parlé. Et moi j'étais exactement où Hans Frank était il y a 75 ans, et j'ai mis une grande photo de mon grand-père quand il avait 10 ans. C'était ma façon de dire, voilà, ça n'a pas marché. Une chose intéressante, les organisateurs ukrainiens, 2 ou 3 jours avant, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut voir votre texte pour l'envoyer à la presse? On veut l'envoyer à la presse. J'ai dit, absolument, pas de problème. Quand j'arrive à Lviv, mon ami de l'ONG dit, ah, j'ai reçu, ne t'inquiète pas, j'ai déjà répondu, j'ai reçu une demande, il y a une ligne dans ton discours, dans ton texte, est-ce que tu pourrais peut-être l'enlever? Et je dis, je sais exactement les mots dont tu parles, et elle dit, oui, je sais, et je leur ai déjà dit non. Alors, je suis là, je parle, il y a 1000 personnes dans la salle, et je parle les mots de Inka Katz dans la salle où tout a commencé pour cette communauté. Et au premier rang, il y a tous les grands, les importants, tous des hommes, bien sûr, des grands hommes, des membres du Parlement, de la mairie. Et je raconte les histoires, ils sont là devant moi, ils sont... Et après, tout le monde est venu et ils m'ont dit, personne ne nous a raconté ces histoires. Alors pour moi, l'important, c'est de raconter les histoires. Et je n'accepte pas l'idée qu'il y a un risque, en racontant l'histoire, de réouvrir les choses. Il faut raconter les histoires, à mon avis. Mais je sais et je respecte complètement les idées différentes. C'est très complexe comme question. C'est une longue réponse, mais ça me passionne, cette question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, merci beaucoup pour ce livre qui est riche, très émouvant. Je suis ravi d'apprendre que vous êtes à l'écriture sur Richter, parce que à la lecture des lignes, notamment, ce qui j'ai trouvé fascinant, c'était votre échange. De la même façon que vous avez parlé de votre échange avec Niklas, Franck, vous avez mentionné aussi les échanges que vous avez eus avec le fils. Lorsque vous êtes dans ce château, là, il y a quand même il y a un très grand moment d'émotion. D'ailleurs, vous arrêtez à ce moment-là, et enfin, moi, en tous les cas, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Ouais, vous allez savoir. Et j'étais pas sûr à ce moment-là que vous nous disiez tout. Donc, c'était peut-être un ressenti pas complètement à côté. J'ai été passionné par la relation que vous avez faite, effectivement, et les liens que vous avez tissés entre ce qu'on appelle communément la grande histoire et votre histoire. Et en fait, je vais avoir une seule question. Hélas, parce qu'il faut se limiter, une seule question, puisque au travers de toute cette grande boucle que vous faites dans l'histoire, de ces destins, de ces vies qui se croisent, en réalité, les derniers mots sont pour vous concernent. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, et je suis resté aussi un petit peu en l'air avec cette phrase. Vous finissez de... Enfin, vous voyez ce dont je veux parler, vous marchez dans ce bois, vous arrivez sur ces étangs, j'en dis pas, ces plans d'eau, j'en dis pas davantage.
Et puis, vous dites, là, il y a un bref, alors je ne sais pas si la traduction est correcte, hein, je ne suis pas allé voir dans l'édition originale, il y a un bref moment où vous avez su. Et donc, ça rejoint aussi ce que vous disiez à un moment dans le livre, la question. sur les creux, sur comment... Qu'est-ce que j'ai compris ? C'est difficile de simplifier. Non, je sais bien, mais... Et sur ces creux et ces espaces vides. Et puis là, à un moment, on a quand même l'impression que vous avez écrit quelque chose et vous avez rempli cet espace. Donc, est-ce que c'est le cas ou pourquoi c'était simplement bref ? Ces fameuses lacunes hantées dont vous parlez. Je lis. Oui, ok. tu le lis. On n'a pas du tout préparé, parce que ça, c'est la meilleure préparation pour un événement comme ça. C'est authentique. Je ne savais pas du tout ce que Marie-Madeleine allait. Et c'est le meilleur. C'est le passage mais elle m'a dit, est-ce qu'on lit le passage ? Et moi, je le lis souvent. Moi, j'aimerais t'écouter le lire. Ça sera... Je ne pourrais pas te gâcher ce plaisir. J'ai pris le train pour Zolkiv. Lyudmila, l'historienne de cette ville triste et appauvrie, m'y accueillit. C'est elle qui m'a accompagnée vers un endroit à l'extérieur de la ville, un endroit ignoré des autorités et de la plupart des habitants, à quelques exceptions près. Quittant son bureau dans le fort de Zolkiv, nous avons cheminé le long de la rue Est-Ouest, en ligne droite, pour aboutir à une clairière dans les bois. Nous sommes partis d'une bande de gazon du côté occidental de cette longue rue où se trouvait autrefois la maison de ma grand-mère Malke, puis sommes passés devant les belles églises catholiques et ukrainiennes, devant la synagogue du XVIIe siècle, mélancolique et délabrée, devant la maison au parquet à double fond où Clara Kramer s'était cachée, face à la vieille église en bois, pour arriver au carrefour qui marquait l'endroit où, je le sais maintenant, Lauterpacht était né. Kilomètre après kilomètre, nous avons continué à travers champs, franchi un portail et abouti enfin sur un chemin de sable très fin, bordé de chênes. Le chant des cigales, le croassement des grenouilles et l'odeur de la terre nous entouraient. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans un bois d'automne lumineux. Lauterpacht et Léon y avaient peut-être joué autrefois. Après avoir quitté le chemin de sable pour l'herbe et les buissons, nous avons enfin atteint une clairière. « Nous sommes arrivés », dit Lyudmila doucement. Il y avait 2 étangs, 2 grandes carrières de sable remplies d'une eau noire boueuse, bordées de roseaux penchés dans le vent. Le site était marqué d'une unique pierre blanche. Elle n'avait pas été posée par la ville en signe de deuil ou de regret. C'était un témoignage intime. Nous nous sommes assis dans l'herbe, observant le soleil se coucher sur l'eau noire et immobile au-dessus des béances de la terre. Enfouis, intouchés depuis un demi-siècle ou plus, se trouvaient les restes de 3500 personnes. Gerson Taffé en a fait le récit à l'été de 1946, individus chacun, ensemble un groupe. Au fond, parmi les ossements, Lébus, l'oncle de Léon, et David, l'oncle de Lauterpacht, reposent côte à côte parce qu'ils avaient eu le tort d'appartenir au mauvais groupe. Le soleil a réchauffé l'eau, les arbres m'ont porté loin des roseaux, vers un ciel indigo. Là, pendant un bref instant, j'ai compris. Avez-vous compris ? Voilà la question. La question, et j'ai reçu des centaines de lettres et de emails en me posant ces questions. C'est une façon de dire que je comprends Lemkin, que je comprenais que quand on se trouve dans un lieu pareil, c'est impossible d'ignorer le sentiment d'être en relation avec des personnes simplement parce qu'ils font partie du même groupe et on est parti, je suis parti de ce groupe. Alors, c'est une façon de dire que même si intellectuellement je suis à 100% avec les idées de Lauterpacht, on ne peut pas s'échapper de cette réalité que Lemkin comprenait tout à fait. C'est une façon de dire, malgré tout, dans le conflit entre la tête et l'instinct, je comprends ce que Lemkin faisait. Et je suis avec lui. Et c'est pas du tout de dire que je rejette les idées de Lauterpacht, mais que bon, je comprends, c'est très simple. En fait, là, je suis vraiment content parce que j'ai choisi le nom d'un des frères de
d'un des frères de mon arrière-grand-mère. Par coïncidence, j'ai pris l'aîné, Libos. Si j'aurais plus pris Nathan, maintenant, j'aurais besoin de tout, tout changer. Tout besoin de changer. Oui, au fond, il y a eu... Oui, un peu dans le prolongement de la jolie question de monsieur tout à l'heure, vous n'y avez pas tout à fait répondu. Vous avez fait un documentaire il y a 2 ou 3 ans, sur lequel je suis tombé dessus un peu par hasard sur Netflix, mon père ce nazi, dans lequel vous rencontrez, enfin vous faites cette confrontation, ils se connaissent, mais à vous trois, entre Niklas Frank, le fils de Frank, et Horst, c'est ça Horst von Weichter, le fils d'Otto von Weichter, qui lui n'arrive pas donc à condamner avec autant de fermeté et autant de dureté que ne le fait Niklas, son propre père. Et vous allez sur tous les lieux qui ont marqué la vie de leurs deux parents. Vous nous racontez toutes ces histoires avec beaucoup de flegme, tout britannique peut-être. Il y a quelques moments dans le documentaire où on sent que ce flegme n'est plus présent et que vous ne tenez plus face au déni de Horst von Weichter. À la fin, d'ailleurs, les deux qui étaient amis initialement, on comprend quand Niklas dit je crois que mon ami en fait est resté nazi comme son père. Est-ce qu'il y a des moments, que ce soit encore aujourd'hui dans l'écriture ou dans la suite que vous faites, où la colère et le sentiment d'appartenance au groupe, être juif tout simplement, prend le pas sur la rationalité du juriste? Non, absolument. Et vous avez très bien aperçu ce qui s'est passé dans ce film. En fait, le film est en 2 parties. La première partie, je suis avocat. Et je suis entre les 2 hommes. Je ne prends pas un côté, je ne prends pas l'autre côté. Je veux qu'ils parlent et le film prend cette direction. Mais dès qu'on est arrivé à Troyes, au lieu, quand on est arrivé à Lviv, il y a quelque chose qui a changé. Et je suis devenu, bon, je l'étais toujours, mais je suis devenu, où l'aspect petit-fils est devenu plus puissant. Et ce que vous avez remarqué, c'est tout à fait correct. Et moi, j'aime pas les deux moments dans le film. C'est seulement 2 moments. En fait, c'est pas seulement 2 moments dans le film, c'est 2 moments en une période de 2 ans quand on a fait ce film. Et mon grand ami qui a fait le film, David Evans, grand metteur en scène, les a capturés. Il m'a dit, c'est ça qui vont faire le film. Et j'ai compris, et je lui fais confiance, et j'ai compris. Je dis absolument, tu utilises, tu fais ce que tu veux. C'est toi le metteur en scène, c'est à toi de décider, c'est pas à moi d'influencer, tu fais ce que tu fais. Mais c'est vrai qu'il y a cette double personnalité. On a tous des multiples personnalités. On est tous tirés dans des directions différentes, et ça, je le reconnais. En faisant le film, mais aussi en écrivant le livre, je voulais un peu je voulais me détacher de l'émotion. Alors, j'ai compris, parce que je suis avocat, qui est souvent devant des tribunaux internationaux, que les faits de parler des choses atroces est amplifié quand on le fait avec une voix qui ne démontre pas d'émotion. On est appris dans le système britannique, quand on est devant un tribunal, on parle jamais, je parle jamais de moi-même, je parle jamais de mes émotions, je ne démontre jamais mes émotions. Alors, quand tu as fait ça depuis 30 ans, comme avocat, c'est très difficile de changer de direction. Lâcher prise, d'une certaine façon. Mais il y a eu deux instants dans le film. Dans le livre, c'était plus simple parce que je contrôlais tout. Quand on écrit un livre sur une période de 6 ans, parce que ça a duré 6 ans avec l'assistant que j'ai eu par Vicky Wilson à New York, tu peux contrôler, tu peux maîtriser, tu peux décider. Mais je pense que vous avez tous bien compris que le fait que j'écris avec un certain ton ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion ou que je n'ai pas, sur certaines choses, une grande tristesse, un très grand colère, et que je me sens
ou que je ne me sens pas très attaché à cette communauté dont je fais une partie. C'est une espèce centrale de ma vie. Et ça, je l'ai vraiment reconnu en écrivant ce livre. Mais j'ai pris une décision claire et exprès. Je ne sais pas comment ça se dit en français, l'expression en anglais, I'm not going to wear my emotions on my sleeve. Oui, pas faire étalage de vos émotions. Absolument pas. C'est beaucoup plus puissant et ça touche beaucoup plus de gens quand on écrit comme ça. C'est maintenant un livre qui a vendu plus de 100 000 exemplaires en langue anglaise, qui est pour un livre comme ça remarquable. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et je pense que ça s'est passé comme ça parce que le livre touche sur des thèmes universels. Les journalistes anglais qui m'ont interviewé, et il y en avait maintenant presque des centaines dans le monde anglo-saxon, n'ont pas mis dans cette catégorie encore un juif qui parle de ces aspects. Et je vais dire ça très ouvertement, pas me mettre dans ce coin. Parce que si on se met dans ce coin, on parle, c'est une communauté importante, mais on parle seulement à une communauté. Et je voulais absolument éviter ça. Et là, ce qui est vraiment intéressant, et ça j'ai constaté quand le livre a été publié récemment en France, l'approche en France est complètement différente. Bon, j'aurais dû réfléchir un peu plus. L'Angleterre et les États-Unis n'ont jamais collaboré avec les nazis dans cette période. Après, c'est différent, mais avant 1945, il n'y a pas eu de collaboration. Alors, on peut parler de ces choses d'une certaine façon. De façon plus décomplexée. Tout à fait. En France, quand on parle de ces choses, c'est complètement différent. Ça, j'ai reconnu avec le premier interview immédiatement. Et la technique que j'ai reconnue immédiatement, c'était de mettre ce livre dans un trou qui s'appelle Shoah. Et j'ai résisté chaque fois après le premier interview parce que je ne m'étais pas très bien aperçu ce qui s'est en train de se passer. Après, le deuxième, le troisième, le 10e, le 15e, je dis, c'est pas un livre du Shoah. Pas du tout. C'est un livre qui traite de ce qui s'est passé dans cette période atroce, mais qui touche sur des thèmes universels de l'être humain, que ce soit le Congo, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Irak, ou je ne sais pas, l'Irlande du Nord. Je viens de faire un grand événement en Irlande du Nord. C'est des thèmes universels. Et par la voie de mon expérience, je voulais toucher à ces autres expériences. Et là, j'ai l'impression que ça marche en France, parce que maintenant, dès que j'ai passé une heure avec une journaliste, la direction de ce qu'ils écrivent change complètement. Change complètement. Et je lis après ce qu'ils ont écrit, et la réaction n'a pas été de mettre ça dans la catégorie encore un livre sur ce sujet. On en a un peu marre de ce sujet parce qu'il y a toujours ces juifs qui parlent de ce sujet. Je voulais absolument éviter. Je parle très ouvertement là, avec le plus grand respect, mais c'était clair et c'était stratégique. On peut prendre une question. Oui, bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence tout à fait passionnante. Je voulais juste éclairer ce débat entre l'individuel et le commun, la communauté. Je pense que c'est un débat ça touche à un sujet extrêmement profond, c'est-à-dire l'Occident s'est construit sur l'idée des droits individuels, en écartant complètement la dimension communautaire. Dans le droit de l'Ancien Régime, en France, il y avait le droit communautaire, collectif et individuel, alors que dans d'autres pays, l'individu n'existe que dans le cadre de sa communauté. Enfin, je veux dire, l'idée d'individu complètement séparé des exigences, des attentes de sa communauté est tout à fait extrêmement rare. Et donc, je pense que ça touche à un problème universel aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire l'Occident a posé un concept de droit individuel qui, même en Occident, peut-être ne recouvre pas la réalité
du fait que l'individu existe en relation. Et c'est d'ailleurs ce que vous exprimez de façon très belle au travers du texte qui a été lu quelque part. Et donc voilà, je voulais simplement exprimer le fait que j'ai l'impression que vous touchez sur un sujet qui est plus large et qui touche peut-être pour une part aux crises que nous avons vécues et qui viennent d'une grille de lecture trop réductrice des situations complexes quand on intervient par exemple dans des pays étrangers. Tout à fait. Et une crise qui continue aujourd'hui et qui va continuer. Je ne me rendais pas compte de la réalité de ce que vous dites, parce que comme j'ai essayé d'expliquer, c'était par accident que je suis rentré dans ce projet. Mais dès qu'on ouvre cette porte, on voit plein de choses dans cette perspective. Alors il y a le moment dans le procès où Franck prend la parole. Il dit « J'accepte la responsabilité parce que j'étais parmi les Allemands, parce que je suis allemand, parce que j'étais dans le Reich. » C'est-à-dire, il accepte une responsabilité collective, mais pas individuelle. Et passive. Et passive. Je le reprends dans ce moment qui m'a frappé énormément et qui fait la base de ce projet musical que je fais avec un ami très cher, quand j'ai découvert que à la fin de le procès, l'Artepak écrit une lettre à son fils en disant « Atroce, je viens d'apprendre que tout le monde est disparu, sauf Inka, et je suis en train de préparer les arguments de clôture des Britanniques, et c'est trop. » Je me soulage un peu en écoutant la musique. Et j'écoute la musique de Johann Sebastian Bach. Et j'écoute la Passion de Matthieu, qui est, j'ai maintenant compris, une musique aussi révolutionnaire qui pose absolument cette question de relation entre l'individu et le groupe. Parce que dans la Passion de Matthieu, les membres du chorus, le chœur, chante au singulier. C'est-à-dire, c'est une façon d'indiquer politiquement que l'individu a une connexion directe avec le Dieu. Et il ne passe pas par l'Église organisée. C'est la même chose que vous dites. Alors, en fait, la Passion de Matthieu est une attaque contre l'Église catholique. On peut le comprendre comme ça. Et l'Artepak le comprenait, peut-être pas comme ça, mais en s'appuyant sur la question du rôle de l'individu vis-à-vis du groupe. Et au même moment, juillet 1946, je découvre qu'à ce moment-là, Hans Frank dit au psychologue américain qui est en train de travailler avec lui qu'il reconnaît maintenant l'énormité de ce qui s'est passé, et la seule chose qui l'aide, c'est d'imaginer, d'écouter de la musique, et d'imaginer qu'il écoute la musique de Bach, et d'imaginer qu'il écoute le Passion de Matthieu. Alors ça, je trouve vraiment remarquable. Ces deux hommes, dans le même espace, se font sur la même musique, sauf que l'Artepak comprenait, et Frank ne comprenait pas cette musique. Ça, c'est la grande différence entre ces deux hommes. Mais la question ou l'observation que vous faites est centrale à un projet qui m'est venu par accident, je pense. Je ne peux pas du tout dire que c'est des instincts originels. Ça va tout à fait au cœur de l'être humain. Qui sommes-nous? Et c'est une question que tout le monde se pose. Et c'est une question qu'on va continuer à poser. Ce n'est pas moi qui va régler cette histoire, ça c'est sûr. Mais je pense que ce que j'ai découvert, c'est que en parlant de ces questions avec des histoires et par la voie d'une tension entre deux idées juridiques, ça ouvre la porte à beaucoup de personnes à faire réflexion sur la chose que vous avez évoquée. Et ça m'excite beaucoup. Et aussi, bien sûr, je suis excité, très excité, super excité, que les gens veulent lire sur le droit international. Ça, j'adore, que c'est
grand public pour un sujet qui me passionne. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question? Merci beaucoup. C'est très personnel, Monsieur Sands. J'adore le personnel. Et avant tout ça, avant cette invitation à Lvov, est-ce que vous avez ressenti des manques, des vides dans votre histoire, dans la mémoire, dans ce qui a été transmis ou pas du tout? J'ai eu tellement de conversations avec tellement de personnes qui touchent sur ce thème. La conversation qui m'a touché le plus, qui a ouvert des perspectives, c'est une conversation que j'ai eue l'été dernier avec mon fils qui avait 21 ans, à ce moment, qui m'a dit, après avoir... Imaginez-vous, d'être un enfant ou la femme d'une personne qui écrit un livre comme ça pendant 6 ans, c'est vraiment chiant. Vraiment, c'est trop. Mais finalement, ils ont lu. Mon fils a lu le livre. Et il m'a dit, tu sais, c'est vraiment intéressant pour moi. Parce que je comprends maintenant, j'ai 21 ans, c'est lui qui parle, que maintenant je comprends, au moins de cette partie de la famille, exactement d'où je viens. Et ça veut dire que je suis différent de toi. Toi, quand tu avais 21 ans, c'était un trou, tu ne savais pas tous ces détails. Et ça me rend une personne différente. C'est une façon de répondre. C'est une façon de dire, d'abord que je reconnais qu'il y avait des trous. Je le savais avant, mais maintenant je le sais. Mais je comprends aussi pourquoi il y avait ces silences. C'est pas du tout... je ne dis pas c'est normal dans un sens normatif, mais c'est compréhensible que des gens qui passent par ces voies veulent protéger les générations qui viennent. Mais je ne pense pas que ça marche comme ça. Et peut-être c'est le moment de finir parce que, en fait, les lignes peut-être les plus importantes du livre, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que on ne peut pas enfermer ces choses dans un espace, fermer la porte, jeter les clés et espérer que ça ne va jamais ressortir. Ça revient. On ne comprend pas très bien comment ça revient. Ça, c'est pour les psychanalystes, les psychologues, pas pour moi, pas pour un juriste. Mais à un certain moment, j'ai pris contact avec des psychanalystes et des psychologues pour poser un peu de questions, surtout la question des relations entre grands-parents et petits-enfants. Parce qu'il y a beaucoup écrit que je connais sur relations parents-enfants. Mais j'avais l'instinct que mon grand-père avait communiqué des choses avec moi par des moyens que je ne comprenais pas. Et j'ai posé la question à une amie, une psychanalyste française, est-ce qu'il y a des écrits sur ce thème? Et elle m'a envoyé vers les travaux de Maria Torok et Nicolas Abraham. Et j'ai lu, j'ai trouvé ça passionnant et intéressant, et ça m'a appris beaucoup. Et j'ai fini avec une ligne qui touche sur leur théorie du crypte. Quand on ferme ces événements traumatiques dans un espace, imaginons pas pour une seconde que ça va rester dans cet espace. Ça revient. Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres. C'est une façon longue de répondre à votre question personnelle. Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de retrouver Philippe pour une dédicace. Oui, tout à fait. Donc, Merci. merci Marie Dindelaine.